Être à New-Bel et espérer devenir commissaire au sein de l'Union africaine, c'est possible et c'est le rêve que nourrit en ce moment celle qui connaît une carrière remarquable comme juriste au sein de l'administration publique camerounaise, également comme enseignante à l'université de Yaoundé 2 SOA. Elle conduit également l'association More Women in Politics où elle veut capaciter les femmes pour qu'elles prennent leur place dans notre société. Voici l'entretien portrait que nous consacre le professeur Justine Difo, vous l'aurez deviné. C'est Merveline Tapi qui l'a rencontrée. Nous les suivons dans la rubrique Success Story. Je suis professeur Justine Difo, mais je ne suis pas née professeur. Je suis née comme des milliers de jeunes dans un quartier défavorisé, plus concrètement dans un sous-quat de New-Bel, à côté du cinéma ABC en Koulouloun, et dans la sobriété, dans la piété et dans la modestie de ma famille, notamment de ma mère. Je suis donc professeur aujourd'hui par la grâce de Dieu et par la vertu de toutes les opportunités et de toutes les âmes de bonne volonté qui ont bien voulu m'encadrer, me coacher, me donner des conseils, m'accompagner moralement et qui ont accepté de se porter comme caution morale pour moi. Et heureusement, j'avais ce désir ardent de réussir. Nous sommes 6 filles et un garçon. Le garçon est le Benjamin. Je suis la 4e. Ma maman, qu'on appelait tantôt Mamie Tré, tantôt Ma Trécia, mais que j'appelais affectueusement, tout simplement, maman. Elle nous a quittés en 98, mais la mère là me fouettait. Elle me fouettait, elle me corrigeait correctement. Elle me disait, tu vas réussir, tu n'as pas le droit d'échouer. Donc, celle-ci m'a donné une éducation, je vais dire, de combattante. Je n'ai pas fait la maternelle et je suis allée à l'école à 5 ans parce que ma mère disait, on va à l'école à 6 ans, mais toi, tu vas aller plus tôt. On est en 71. Je vais donc à l'école primaire, à l'école Saint-Raymond, à New-Bel-Sebenjongo. C'est une école catholique. Donc, je fais l'école primaire là-bas. Jusqu'au cours moins 1, je vais à l'école de la fraternité. L'école de la fraternité à Bepanda. Parce qu'à l'époque, ma mère, justement, avait trouvé du terrain, elle allait se construire à Bepanda. Mais parce qu'elle s'est construite à Bepanda, elle a mis en location pour avoir un peu d'argent. Nous sommes restés à New-Bel. Je lui ai dit, maman, je me rapproche de l'école. Elle me dit, non, tu dois rester ici avec moi. Et j'étais à l'œil. Et elle me disait, pour la petite histoire, Dieu m'a dit que si tu conçois, tu vas mourir. Si tu conçois à la maison, tu vas... Comme on dit, à la maison. Si tu conçois à la maison, tu vas mourir. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, oui. Et tu vas aller te confesser. Hein. Si un jour, quelqu'un te dit même un mot, tu vas aller le dire au prêtre. J'ai dit, d'accord. Et pour moi, pour la petite, elle me disait, le Dieu est derrière. Là où le prêtre entre là, c'est Dieu. Hein. Vraiment, si tu entres là-bas et tu mens, tu vas mourir. J'ai grandi avec ça en sachant qu'on ne doit pas mentir. Donc, j'ai fait l'école primaire, j'ai eu mon CEPE à l'école de la fraternité. On est entre 75 et 76. Et quand j'ai donc eu mon CEPE, j'ai fait naturellement le concours d'entrée en 6e, même sans en parler à ma mère. Et donc, j'ai eu le concours, j'ai passé de la 6e en 3e mon cycle, le premier cycle du secondaire. J'ai eu dans mon BEPC au collège de la maturité. Et pour la petite histoire encore, j'étais tellement nulle en maths que j'ai raté le BEPC avec 12 de moyenne. Je vous explique pourquoi. À l'époque, le directeur du collège de la maturité était enseignant
au lycée polyvalent de Bonabéry, là où j'avais composé. Alors mon échec l'avait tellement surpris qu'il a cherché à avoir mon relevé de notes. Quand il a eu le relevé de notes, c'est les maths qui m'avaient éliminé. J'avais eu une note éliminatoire et il m'a dit, ma fille, tu sais quoi? J'ai dit non, monsieur le directeur. Il m'a dit, il faut tout faire sauf la C et la D. Et je suis allée faire le concours d'entrée à l'ISES. Contre toute attente, c'est l'année où j'ai le bac, en 1985, qu'on ouvre l'université au bac G, au bac technique, si vous voulez. C'est comme ça que je fais enseignement général jusqu'au BEPC, puis du BEPC en terminale, enseignement technique, avec un bac G1 obtenu avec mention très bien. En 85, j'entre à l'université de Yaoundé et je fais le droit. Je suis en terminale, G1 évidemment. Je passe mon examen avec mention très bien. Et mes camarades qui avaient fait le CAP me disent, mais tu as fait comment pour réussir? Et moi je leur dis, ah, ma mère m'a toujours dit que je suis Pambé woman, donc il n'y a pas de situation qui soit plus difficile pour moi. Donc je leur ai dit, si vous voulez réussir aussi, soyez des Pambé woman, vous êtes là, vous avez tout, vous ne réussissez pas. Moi, je n'ai rien, je me bats et je réussis. Donc faites comme moi. Je vous assure, déjà à l'époque, je leur ai répondu comme ça. Et aujourd'hui, je peux dire que l'autre élément qui m'a marqué, et là c'est vraiment l'une des dernières choses, c'est que mes camarades de promotion m'appellent rat de bibliothèque. Rat de bibliothèque, c'est un enseignant qui m'avait surnommé rat de bibliothèque. Nous étions à l'époque déjà pour un amphithéâtre qui était censé accueillir 700 étudiants, nous étions près de 4000. Moi, ce que je faisais, à 4 heures, j'étais déjà, pas à la bibliothèque, à l'amphi. Je m'en vais occuper la première place à l'amphithéâtre à 4 heures du matin. Je commence à étudier, réviser mes leçons. Comme ça, l'enseignant vient à 8 heures, il me trouve. Pendant que les gens font le bruit, loin là, il lit même doucement, le micro est même en panne, il continue son cours étant fâché. Comme je suis au premier banc, j'arrive quand même à prendre mon cours. Alors, ce professeur, quand il arrive à l'université, avant d'aller au cours, il passe à la bibliothèque. Quand il passe à la bibliothèque, pendant la pause, vers 9h, 10h, il me trouve. Alors, le soir, après le cours, je ne sais pas quel examen il préparait lui aussi à l'époque, le soir, après le cours, il passe à la bibliothèque vers 20h, il me trouve à la bibliothèque. Alors, il me dit, vous êtes vraiment un rat de bibliothèque, vous ne pouvez que réussir. Vous savez pourquoi il le dit? Parce qu'en 88, lorsque nous avons la licence, nous étions 186. On a fait l'appel, on a surnommé cette promotion la promotion de la réussite par l'appel. Pour la première fois, on donne les résultats à l'université de Yaoundé et en licence en faisant l'appel. Tellement nous étions très peu nombreux, 186 sur presque 4000 étudiants. Je voudrais reconnaître que grâce à mon époux qui a su me comprendre, qui a été mon répétiteur et qui est resté mon coach jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à lui, à son état d'esprit, cet esprit d'excellence, de partage, que je me suis mariée en 88 et après la maîtrise et le DEA, il a décidé que puisque faire des études en doctorat chez nous n'est pas évident, il préfère que j'aille à l'étranger. Grâce à cet état d'esprit et cette générosité, je me suis inscrite à l'université Paris 5, René Descartes. Et voilà que cette vision me permet de faire une thèse de doctorat unique à Paris 5. Et comme si ça ne suffisait pas, il me dit, tu as commencé, tu dois terminer. Je dis, comment ça? Il dit, ta mère voulait que tu finisses l'école. J'ai
raté le concours d'agrégation en 2009, il a dit tu ne vas pas t'arrêter. Quelle que soit l'hostilité et l'austérité de l'environnement, tu as le devoir de réussir, tu as mon soutien. C'est comme ça que je passe professeur en 2012 par les travaux. Je suis enseignante à l'université de Yaoundé. Je commence en 1993 à enseigner comme monitrice. Donc nous partons avec le vent avec la décentralisation en 1993 de l'université mère à Yaoundé 2 à Soa. Et c'est donc pendant cette formation comme monitrice que je m'envole pour Paris pour ma thèse de doctorat, où je travaille sur l'élucidation des zones franches du point de vue du droit international. Aujourd'hui, je suis une femme heureuse parce que la proposition que je faisais dans ma thèse, à savoir que les zones franches sont inadaptées dans un contexte d'intégration régionale et qu'il fallait plutôt mettre en place des zones économiques spéciales. Cette proposition a pris du temps, mais elle a fini par être adoptée et c'est cela qui est en train de s'expérimenter en ce moment. Donc, j'enseigne à l'université de Yaoundé 2, le droit des affaires. J'enseigne aussi à l'université catholique d'Afrique centrale, le droit international privé et le contentieux international. Je dispense le même cours à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Je donne le genre dans les processus de consolidation de la paix à l'École internationale des forces de sécurité. À l'étranger, à l'Université Lumière du Burundi, j'ai également donné le droit des affaires internationales, commerce international. J'enseigne également à l'Université de Limoges depuis 2 ans. Tout est parti de mon enfance où je grandis dans un environnement d'inégalité, où je suis tellement révoltée que je dis vraiment cette injustice ambiante, il faut que ça cesse et je dois contribuer à cela. Ne revenons pas sur mon parcours, mais ce qui me révolte le plus encore, c'est de me rendre compte au moment où j'ai cette conscience intellectuelle de ce que dans la vie publique, les femmes peuvent énormément apporter et qu'elles sont des millions à ne même pas être conscientes des enjeux de leur présence dans la société, des enjeux de leur participation à la vie publique et politique et surtout à l'occasion des élections. Il faut bien que les femmes s'inscrivent massivement, il faut bien qu'elles aillent voter massivement parce qu'elles représentent 51% de la population et plus de la moitié de l'électorat. Alors, leur participation politique est un enjeu de démocratie. Du coup, lorsque j'observe qu'il y a ce déphasage, ce déficit de conscience ou de compréhension, d'appropriation des enjeux, je suis doublement révoltée parce que dans mon enfance, je vous l'ai dit, ma mère n'a fait que ça. Depuis l'UC au RDPC, elle est morte dans la foule, dans l'anonymat total. Pourtant, Dieu seul sait que pendant les périodes d'élection, elle pouvait sortir à 4 heures, revenir à 2 heures du matin parce qu'elle mobilise, parce que militante de son État, elle doit sensibiliser. Et je décide que ces millions de femmes qui sont inconscientes, qui ne mesurent pas les enjeux, le pouvoir de négociation, le pouvoir politique qu'elles détiennent, ces millions de femmes devraient l'être. Avec l'appui de ONU Femmes, nous avons mis en place ce réseau de soutien à la participation politique des femmes. Le but étant d'abord d'éveiller la conscience politique de celles qui ne sont justement pas, qui sont dans la foule, dans la masse de militantes, j'allais dire cette majorité silencieuse de la vie politique, mais en même temps d'amener ce changement palpable qui passe par la mise en place, la consécration des garanties juridiques
des droits sociopolitiques des femmes au Cameroun. Les enfants m'appellent Scanner parce qu'avant même de commencer, je leur ai déjà dit, écoutez, je suis passée par là. Vous commencez une histoire bizarre et avant même de vouloir me rouler, j'ai déjà dit, mais attendez, où est-ce que vous voulez en venir? Je pose une question troublante et puis finalement, ils se résolvent à dire, mais maman, écoute, ouais, vraiment, on avait pensé que, et puis finalement, tu nous as attrapés, bon, il vaut mieux te dire la vérité. En fait, c'est cette maman qui communique. Mes enfants sont mes amis. J'ai 4 garçons, n'est-ce pas, nés de mes entrailles, mais j'ai beaucoup de filles. Beaucoup de filles et toutes souhaitent faire comme moi, être comme moi, devenir ce que je suis devenue. Évidemment, ça a un prix. Mais comme cet adage le dit bien, et c'est une leçon de vie, nous pouvons tous changer notre destin en modifiant notre état d'esprit. Donc voilà, dans la famille, Magie, très affectueusement, et Mafopeke, parce que la reine qui s'occupe des enfants, parce que, effectivement, ah, Samy, tu es rentré. Ok, laisse-moi travailler. Comment c'était à l'école? Ok. Donc, c'est Mafopeke qui est celle qui s'occupe des enfants. Moi, c'est ma passion. Vraiment, j'ai tellement envie de partager avec les jeunes, d'avoir l'occasion de faire en sorte que mon expérience soit non seulement connue, mais peut-être vécue. La vie de couple, c'est une vie de sacrifice mutuel. Je l'ai dit tantôt, c'est grâce à mon époux que je suis professeur aujourd'hui. Il n'aime pas souvent que je le dise, mais s'il ne m'avait pas encadré et coaché, et il le fait jusqu'aujourd'hui, je ne serais pas là où je suis. Le prix de l'excellence académique en 2009, le prix du dynamisme associatif, je veux dire, ce sont ces 2 prix qui m'ont été décernés par le ministre de l'Enseignement supérieur, successivement en 2008 et en 2009. J'ai également eu le prix de l'excellence du leadership politique, décerné à une personnalité de la société civile par une organisation non gouvernementale internationale qui travaille sur la gouvernance dans le monde. Voilà quelques prix que j'ai obtenus et qui me permettent aujourd'hui, vous savez, le prix n'est pas toujours un bout de papier qu'on donne, mais c'est également cette considération qu'on a le sentiment d'avoir dans sa société. Quand le président Hollande arrive au Cameroun l'année dernière, je suis parmi les 5 personnalités féminines qui ont la grâce et le privilège d'être reçues par le président Hollande à la résidence de Madame l'ambassadrice de France. Et c'est pour moi un honneur, ça me permet de comprendre que peut-être l'adage « nul n'est prophète chez soi » peut être vrai, mais ce ne sont pas tous qui ignorent ce que je fais au plus haut niveau de l'État et cela m'a énormément réjoui. Voilà une récompense, une reconnaissance que le chef de l'État présente et soutienne ma candidature au poste de commissaire en charge des affaires sociales à l'Union africaine, à la commission de l'Union africaine. Il faut éviter des excuses. Quand on veut faire quelque chose, on trouve les moyens. Quand on ne veut pas faire, on trouve 1000 excuses. Et c'est cela qu'il ne faut pas. Lorsqu'on franchit le premier pas, par la grâce de la providence, Dieu dispose les circonstances, dispose les opportunités et dispose même les hommes. Je suis ce que je suis grâce aux opportunités, grâce aux hommes et aux femmes qui m'ont encadré, qui m'ont coaché et je n'ai aucun mérite.
Nous sommes toujours en compagnie du professeur Justine Difo, militante des droits de l'homme, mais surtout éducatrice. Avec elle, on vient de faire la trajectoire de la naissance à nos jours. On a refait le parcours. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut retenir de ce riche parcours-là? Les leçons à retenir sont d'abord que Dieu écrit droit sur les lignes courbes. Je marche avec ça. Dieu écrit droit sur les lignes courbes. Et ça veut simplement dire que lorsque des circonstances de la vie se présentent, il ne faut pas toujours se plaindre. Je voudrais dire à ceux qui m'écoutent que si nous regardons, si nous faisons une fixation, non pas sur les objectifs, sur nos visions, sur nos ambitions, mais sur les circonstances qui nous environnent, nous ne ferons même pas un pas. Parce que, ma foi, ce n'est pas évident. Il faut éviter le déni de responsabilité dans la vie. Je veux dire quoi? En cas d'échec, il faut toujours se demander d'abord ce qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait, ou alors ce qu'on n'aurait pas dû faire et qui pourrait être modifié à la prochaine occasion. Autrement dit, si on se comporte ainsi, on comprendra facilement que dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des occasions d'apprentissage, d'amélioration de ses compétences et de ses performances. Alors, dites-nous, professeur, quelles sont les valeurs qui incarnent votre vie de manière générale? Alors, la première des valeurs, c'est la reconnaissance. Lorsqu'on est reconnaissant, on reconnaît déjà cette supériorité, cette souveraineté de Dieu. Et si on est capable de reconnaître ce que Dieu fait pour nous, on sera également capable de reconnaître le moindre acte positif que le prochain pose pour nous. Et parce que la reconnaissance est une valeur spirituelle, le monde que nous voyons étant dirigé, étant gouverné par le spirituel, alors lorsque nous sommes reconnaissants, Dieu suscite des circonstances, Dieu suscite des occasions, des opportunités pour que nous manifestions davantage de reconnaissance. Vous avez fait de la femme votre cheval de bataille. Vous voulez les impliquer davantage en politique. Mais j'aimerais vous demander, au-delà de la politique, quel est l'autre combat que vous menez pour la femme? Quel est l'autre combat là où vous souhaitez impliquer davantage la gente féminine? Tout le monde, évidemment, ne va pas faire de la politique. On ne va pas forcer les femmes à faire de la politique. Nous faisons ce que nous avons à faire pour cela. Mais le combat que je pourrais indexer aujourd'hui en faveur de la jeune fille, en faveur de la femme, c'est cette reconnaissance tout simplement de ce que l'égalité signifie, considérer l'autre comme soi-même, considérer l'humain qu'il y a dans l'autre et non le sexe que porte cet autre humain. Autrement dit, si on aime autrui comme soi-même, évidemment, on lui accordera cette valeur qui est la sienne, la place qui est la sienne, en traitant cet être humain justement, tout simplement comme un être humain. Professeur Justine Difo, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre entretien. Quel est le conseil que vous donnez à ces gens qui nous regardent ce soir? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'elles devraient faire pour réussir dans leur carrière, pour réussir dans ce qu'elles entreprennent? Dans la vie, il faut avoir suffisamment d'humilité pour identifier des modèles. Pour moi, j'ai dû, depuis la classe de première, j'avais à peine 18 ans, identifier Madame Royal, Ségolène Royal, comme modèle. J'ai identifié il y a une dizaine d'années Madame Clinton comme modèle, Hillary Clinton. Et aujourd'hui, malgré les vents et les marées, j'ai cultivé la résilience. Suivez mon regard, ces deux personnages plient comme le roseau, mais ne se cassent pas, reprennent et rebondissent. Il faut franchir le premier pas en regardant et en aimant son modèle et en voulant devenir comme ce modèle. Dans la vie, il faut toujours avoir un modèle, c'est ce que vous venez de nous enseigner, professeur. Et vous êtes sans doute le modèle de milliers de jeunes là d'ailleurs. C'est sur ce que nous vous disons infiniment merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie, Méveline, et bon vent. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci.